Le marché automobile de 2025 ne se contente pas de ralentir, il subit une profonde crise. 9 marques sont déjà au bord de la faillite et il est peu probable qu'elles survivent jusqu'en 2026. La situation actuelle de l'industrie automobile représente le choc financier le plus grave depuis la crise mondiale du début du millénaire, et la rapidité des changements a pris tout le monde par surprise. Des marques qui ont marqué l'histoire de la route pendant plus d'un siècle luttent désormais pour leur survie. Des usines qui employaient des communautés entières ferment leurs portes sans espoir de réouverture. Des concessions qui vendaient autrefois des millions de véhicules baissent le rideau. Et ces noms qui ont accompagné l'enfance de générations entières écrivent leur dernier chapitre sous nos yeux. Mais ce qui déstabilise véritablement le secteur, ce n'est pas seulement la transition technologique ou l'évolution des préférences des consommateurs. En coulisses, une crise financière silencieuse se prépare. Une combinaison fatale de chaînes d'approvisionnement fragiles, d'une dette abyssale et d'un facteur peu évoqué affecte sélectivement certains constructeurs, les contraignant à la faillite tandis que d'autres parviennent inexplicablement à se maintenir à flot. Les preuves les plus troublantes proviennent de documents internes divulgués, qui suggèrent que certaines de ces 9 entreprises étaient conscientes de leur situation critique des mois à l'avance, et ont pourtant continué à vendre des véhicules à des clients sans méfiance, sachant pertinemment qu'elles seraient bientôt incapables d'assurer le service après-vente, la fourniture de pièces détachées et le suivi des véhicules. Quelles marques préparent déjà leur propre épitaphe industrielle ? Assistons-nous à la fin de l'industrie automobile telle que nous la connaissons, ou au début d'une concentration qui laissera le contrôle de la mobilité entre les mains de quelques multinationales géantes ? Aux États-Unis, plus de 16 millions de voitures neuves ont été immatriculées en 2025, un chiffre record depuis 2019. Un résultat qui, à première vue, semble contredire les discours alarmistes relayés par les médias et les réseaux sociaux. Malgré les pénuries de matières premières et les nouvelles barrières commerciales, les consommateurs ont continué d'acheter, portés par une demande accumulée ces dernières années, la solidité persistante des marchés financiers et la nécessité de se déplacer quotidiennement. À l'échelle mondiale, la production a atteint environ 78 millions de véhicules légers, soit un léger recul par rapport à l'année précédente. L'Amérique du Nord a enregistré une baisse de plus de 5%, tandis que l'Europe a perdu un peu plus de 2%. Le repli est bien réel, mais il est progressif et non brutal. La situation évolue à l'approche de la fin de l'année. En décembre, les ventes sont tombées sous la barre des 16 millions d'unités annuelles, marquant un recul par rapport à l'année précédente. Les nouveaux droits de douane sur les importations en provenance du Canada et du Mexique, en vigueur depuis février, ont fait grimper les coûts pour tous les grands constructeurs. Ford a enregistré un impact négatif de près d'1 milliard d'euros, imputable uniquement à ces droits de douane. Stellantis, propriétaire de marques historiques telles que Chrysler et Dodge, a accusé une perte nette de plusieurs milliards d'euros au premier semestre. Un incendie dans une usine d'aluminium de l'État de New York, qui fournit une part importante de l'approvisionnement national, a interrompu des lignes de production essentielles et a fortement impacté les ventes du pick-up le plus vendu du pays. Parallèlement, les stocks se sont accumulés et les concessionnaires ont commencé à baisser les prix des modèles de l'année précédente afin de libérer de l'espace pour la nouvelle production. Les voitures électriques, longtemps considérées comme la solution idéale, ont subi un revers inattendu avec l'expiration des incitations fiscales fédérales à l'automne. Les ventes, qui avaient connu une croissance rapide les mois précédents, ont fortement ralenti avec la fin des subventions. General Motors a néanmoins clôturé l'année en hausse, dépassant les 2,5 millions de véhicules vendus et renforçant sa part de marché. Toyota a continué de progresser, consolidant sa position, suivi par Ford et Hyundai, qui ont profité des difficultés de leurs concurrents. Les 4 principaux groupes ont creusé l'écart, tandis que les constructeurs plus petits et moins diversifiés ont reculé. Stellantis a considérablement réduit sa production nord-américaine et Tesla a vu la sienne diminuer de près d'1 quart. Les prévisions pour 2026 indiquent un léger recul des ventes aux États-Unis, et non un effondrement. Les analystes évoquent une phase de rééquilibrage, et non une répétition des crises passées. Les chiffres témoignent de tensions, et non d'une disparition. Cependant, en coulisses, les failles continuent de s'aggraver. L'évolution de la situation permettra de déterminer s'il s'agit d'une progression naturelle ou d'un phénomène bien plus dangereux pour les marques déjà fragilisées. Selon l'économiste en chef de Cox Automotive, les perspectives pour 2025 semblaient initialement positives. En début d'année, l'accessibilité financière devait s'améliorer, grâce à des politiques monétaires plus accommodantes et à une reprise progressive du crédit. Seul le segment des véhicules d'occasion certifiés paraissait véritablement fragile, pénalisé par la baisse des retours de location. De l'avis général, le marché du neuf était solide et les turbulences liées à la pandémie étaient désormais derrière nous. Pourtant, l'inquiétude ne s'est jamais apaisée. Le véritable enjeu demeure le coût pour le consommateur. Les prix des voitures neuves se maintiennent à des niveaux historiquement élevés, le prix d'achat moyen dépassant souvent l'équivalent de 45 000 € et les mensualités restant prohibitives pour une grande partie des acheteurs. Parallèlement, aux États-Unis, l'endettement lié au financement automobile a atteint des sommets sans précédent, progressant plus rapidement que les autres types de prêts. Une part importante des reprises est dépréciée. Les propriétaires doivent encore plus que la valeur de leur voiture, souvent de plusieurs milliers d'euros.
C'est dans ce contexte fragile que se joue le sort des marques les plus exposées, tandis que le secteur se prépare à une transformation susceptible de bouleverser à jamais notre façon de choisir, d'acheter et de conduire une voiture. Les saisies de véhicules, qui étaient déjà passées d'environ 1,5 million en 2023 à près de 1,8 million en 2024, s'accéléraient pour atteindre les 3 millions à la fin de l'année. Ce chiffre représentait près du double du niveau pré-pandémique, saturant les parcs automobiles d'occasion et contraignant les concessionnaires à écouler leur stock de véhicules neufs par tous les moyens. Pour les géants du secteur, ces difficultés semblaient encore sous contrôle. General Motors, Toyota, Ford et Hyundai ont consolidé leur position, attirant des clients grâce à des incitations ciblées et des ressources financières que peu pouvaient se permettre. Pour les marques plus petites, en revanche, la situation était bien plus difficile. Les droits de douane sur les importations en provenance du Canada et du Mexique ont fait grimper les prix catalogues et réduit les marges, notamment pour celles dont la production nationale était limitée. L'incendie de l'usine d'aluminium Novelli a paralysé des gammes de produits entières. La fin des incitations fiscales pour les voitures électriques a entraîné un net ralentissement des ventes, saturant les entrepôts et contraignant les prévisions à une révision drastique à la baisse. Début 2025, la plupart des analyses du secteur restaient optimistes, mais les chiffres dressaient un tableau plus complexe. Les estimations de Cox Automotive laissaient entrevoir une amélioration progressive, tout en reconnaissant que les prix élevés et l'accès au crédit demeureraient des obstacles majeurs. Parallèlement, la hausse des saisies immobilières, l'endettement croissant et le nombre toujours plus important de reprises à valeur négative démontraient la réalité des risques. Au fil des mois, il est devenu évident que la véritable question n'était pas la survie du marché dans son ensemble, mais plutôt la capacité des marques à survivre face à un contexte en pleine mutation. Partout au pays, les réseaux de concessionnaires se réduisent à un rythme qui aurait semblé impensable il y a seulement 20 ans. Depuis 2007, le nombre de points de vente Ford, General Motors et Stellantis a diminué de près de 40%, passant sous la barre des 20 000. Pour certaines marques, le déclin a été encore plus rapide. Buick a fermé des centaines de concessions en une seule année, pour n'en conserver qu'un peu plus d'1 millier. Chrysler et Dodge, autrefois piliers des petites villes, vendent désormais moins de 100 voitures par point de vente, rendant la survie de nombreuses petites entreprises familiales impossible. Mike a grandi au milieu des bureaux et des clés de voiture. Son père a ouvert la concession au début des années 1970, à une époque où chaque chef-lieu de comté arborait fièrement une enseigne Chevrolet, Ford ou Chrysler. En 2025, son hall d'exposition est resté vide pendant des jours. Les voitures se faisaient rares, les clients ne venaient plus et un silence d'un autre temps régnait dans le garage. Il a vu ses collègues et ses voisins fermer boutique, écrasés par les nouvelles exigences de financement imposées par les constructeurs automobiles et l'essor fulgurant du commerce en ligne. Ce déclin ne se résume pas à la disparition des enseignes. Il entraîne des pertes d'emplois, une baisse des recettes fiscales et la perte d'un lieu emblématique pour les communautés. En Californie, en 2024, les concessionnaires automobiles ont versé plus de 9 milliards d'euros de taxes sur les ventes à l'État, soit une moyenne de plus de 6 millions d'euros par entreprise. Lorsqu'une concession ferme ses portes, cet argent disparaît des budgets municipaux, des écoles et des projets publics. L'impact va bien au-delà des ventes de voitures. Chaque fermeture laisse des mécaniciens, des vendeurs et du personnel administratif sans emploi. Les fournisseurs locaux, les vendeurs de pneus, les assureurs et même les restaurants en ressentent immédiatement les conséquences. Pour Mike, le plus difficile n'est pas de voir les marges se réduire ou le parking se vider. C'est d'assister à la disparition d'un commerce qui, pendant des décennies, a façonné l'identité de sa ville, la privant de la stabilité sur laquelle des générations entières comptaient. Et la concession de Mike était autrefois un lieu animé et florissant. Aujourd'hui, le bruit le plus fort le matin est le bourdonnement du distributeur automatique dans la salle de pause. Sa cousine Lisa s'est occupée de la paix pendant près de 30 ans, mais elle a été licenciée au printemps dernier, l'une des 12 personnes qui se sont retrouvées sans emploi suite à la chute des ventes. Le gérant de l'atelier, Tony, a commencé à faire des livraisons pour un coursier afin de joindre les deux bouts. Le garage du coin, qui survivait grâce aux réparations sous garantie, a fermé ses portes cet été. Un peu plus loin, le restaurant qui accueillait autrefois les réunions commerciales est désert à l'heure du déjeuner. Les conséquences s'accumulent silencieusement. Le défilé du 4 juillet, longtemps sponsorisé par les commerçants locaux, a été annulé pour la première fois depuis des décennies. Les écoles ont reporté la construction d'une nouvelle aire de jeu faute de recettes fiscales suffisantes. Le projet de remplacement d'un véhicule vétuste par les pompiers a été mis en suspens sans date précise. C'est ainsi que le déclin se propage, lentement, bien avant que les gros titres sensationnalistes n'annoncent son arrivée. Pour beaucoup, la concession automobile n'était pas qu'un simple commerce. C'était un lieu où se construisaient des carrières, où des familles achetaient leur première voiture, où de nombreux jeunes faisaient leurs premiers pas dans le monde du travail pendant l'été. Mais à chaque fermeture, ce ne sont pas seulement les salaires et les emplois qui disparaissent, c'est aussi le sentiment d'appartenance qui cimentait la communauté qui s'estompe. Mike passe ses après-midi au téléphone, à rappeler d'anciens clients pour tenter de maintenir le garage ouvert un peu plus longtemps.
Mais avec des pièces détachées de plus en plus difficiles à trouver et moins de véhicules en circulation, même les clients de longue date sont contraints de chercher ailleurs. L'identité de la ville, autrefois liée aux marques affichées à l'entrée, semble aujourd'hui s'être effacée. Le déclin ne se mesure pas en graphique ni en part de marché, mais au parking vide, aux vitrines closes et au regard résigné de ceux qui pensaient que cette concession serait éternelle. Les nouveaux droits de douane ont frappé le marché automobile de plein fouet. En 2025, les coûts ont basculé en quelques semaines. Un droit de douane équivalent à environ un quart de la valeur des composants importés du Canada et du Mexique est entré en vigueur en début d'année, faisant grimper les prix de tout, des moteurs aux armatures de sièges. Les marques dépendantes des approvisionnements transfrontaliers ont vu leurs marges se réduire drastiquement. Ford estimait ses pertes à près d'1 milliard d'euros dues à ces seules mesures, avant même l'été. Stellantis, déjà confronté à des ventes en berne, a enregistré une perte nette de plusieurs milliards d'euros en seulement 6 mois. Ces hausses se sont répercutées dans tous les points de vente, mais les plus durement touchés ont été les petites marques et les concessionnaires indépendants. Pour eux, chaque euro supplémentaire signifiait un client de moins, souvent attiré par de plus grands groupes mieux à même d'absorber l'impact. Puis survint l'accident industriel. Mi-septembre, un grave incident mit à l'arrêt une usine d'aluminium à Oswego, dans l'État de New York. Cette usine fournissait environ 40% de l'aluminium utilisé dans la production automobile américaine. La production s'interrompit brutalement et, en quelques heures, les chaînes de montage du pick-up le plus vendu du pays furent immobilisées, dans l'attente de matériaux qui ne parviendraient pas de sitôt. D'autres usines cherchèrent des fournisseurs alternatifs, mais la complexité logistique engendra des retards tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Des véhicules inachevés commencèrent à s'accumuler dans les parcs et les entrepôts. Les concessionnaires baissèrent les prix des modèles de l'année précédente, tentant de libérer de l'espace avant une nouvelle période d'incertitude. La pénurie de matières premières, conjuguée à la hausse des coûts dus aux droits de douane, a créé une situation extrêmement difficile. Produire une voiture est devenu plus coûteux, tandis que le revenu disponible des consommateurs n'a pas progressé au même rythme. Les dirigeants ont lancé des avertissements sur résultats, mais ce sont d'abord les ouvriers qui en ont subi les conséquences. Les horaires de travail ont été réduits, les heures supplémentaires supprimées, et le sentiment de stabilité promis depuis des années s'estompait. Dans les villes dépendantes de l'industrie automobile, la tension était palpable. Des décisions politiques et un simple problème industriel ont plongé des milliers de familles dans l'incertitude quant à leur capacité à subvenir à leurs besoins jusqu'à la fin de l'année. Le dernier jour d'Anna à l'usine commença par un message de son superviseur lui demandant de rester chez elle et de consulter ses courriels. Elle avait travaillé à la chaîne pendant 12 ans, assemblant des SUV qui, autrefois, sortaient par centaines par poste. Désormais, le parking était à moitié vide et la salle de pause silencieuse. Lorsque l'annonce officielle arriva, son nom figurait sur la liste. Elle faisait partie des 2000 personnes bloquées dans une seule usine après que la pénurie d'aluminium eut interrompu la production. L'indemnité qu'elle reçut couvrait à peine 2 mois de loyer. Elle vida son casier, abandonnant un emploi qui avait permis de financer les soins dentaires de sa fille et une opération délicate pour son père. Partout au pays, des scènes similaires se sont produites. Dans une usine de camions du Kentucky, les effectifs ont été réduits et les contrats temporaires n'ont pas été renouvelés dans les usines Stellantis du Michigan et de l'Ohio. Dans certains cas, des services entiers ont disparu du jour au lendemain. Les répercussions se sont fait sentir bien au-delà des murs des usines. Les cafétérias ont fermé, les transports en commun ont été suspendus et les propriétaires se sont retrouvés avec des appartements vides, les familles ayant déménagé à la recherche d'un emploi. Chaque perte d'emploi a entraîné de nombreuses autres pertes dans l'économie locale. Même au sein de la direction, l'atmosphère était tendue. Les dirigeants de Ford décrivaient l'année comme une période de coûts élevés et de profondes perturbations. Les prévisions étaient constamment révisées, les dépenses recalculées et les investisseurs rassurés. Chez Stellantis, une communication interne concernant un examen des opérations en Amérique du Nord a suscité l'inquiétude dans les usines qui fonctionnaient déjà avec un effectif réduit. La pression exercée pour maintenir la rentabilité dans un contexte marqué par les droits de douane et les pénuries d'approvisionnement a contraint les entreprises à prendre des décisions difficiles. Pour des ouvrières comme Anna, la sécurité qu'offrait autrefois l'adhésion à un syndicat n'était plus garantie. Des amis qui avaient travaillé ensemble pendant des décennies comparaient désormais les offres d'emploi et craignaient de perdre leur assurance maladie. La fierté de construire les voitures du pays a laissé place à l'angoisse quotidienne de joindre les deux bouts. Alors que les licenciements se multipliaient dans des villes entières bâties autour de l'industrie automobile, le coût humain des turbulences du marché devenait impossible à ignorer. Pour les dirigeants, chaque décision avait deux faces. Réduire trop les coûts signifiait risquer de perdre les compétences nécessaires à une reprise future. Attendre trop longtemps, c'était voir les comptes de l'entreprise s'enfoncer davantage dans le rouge. Le conflit entre les stratégies d'entreprise et la réalité quotidienne des travailleurs a transformé ce qui aurait dû être un simple réajustement en une crise généralisée, susceptible d'affecter tout le monde, sans exception. En 2025, la dette liée aux prêts automobiles aux États-Unis a dépassé l'équivalent de 1 500 milliards d'euros, surpassant pour la première fois la dette étudiante.
Il ne s'agit pas d'un chiffre abstrait sur une feuille de calcul, c'est un fardeau quotidien pour des millions d'automobilistes. Le remboursement mensuel moyen d'une voiture neuve a atteint environ 700 €. Pour une voiture d'occasion, il dépasse les 500 €. Près d'un prêt sur 5 s'étend sur 7 ans ou plus, contraignant les acheteurs à des paiements qui perdurent bien au-delà de leur enthousiasme initial pour le véhicule. Pour de nombreuses familles, le calcul est devenu tout simplement impossible. Un quart des véhicules repris chez les concessionnaires présentaient une valeur négative. Cela signifie que près de 2 millions de personnes ont rendu les clés de voiture valant bien moins que le solde restant dû, souvent avec un écart de près de 7 000 €. Ce mécanisme s'auto-alimente. Les anciennes dettes sont intégrées à de nouveaux prêts, allongeant les échéances de remboursement et pesant davantage sur le budget des ménages. Les rappels forcés de véhicules ont atteint des niveaux jamais vus depuis la Grande Récession. En 2023, les organismes de crédit avaient repris possession d'environ 1,5 million de voitures. L'année suivante, ce nombre avait encore augmenté. À la mi-2025, le nombre de cas avait déjà dépassé les 2 millions, et les projections annonçaient un chiffre proche des 3 millions d'ici la fin de l'année. Chaque jour, des dépanneuses sillonnent les quartiers résidentiels et les parkings de copropriété, emportant des voitures garées dans les allées et les parties communes. Les ventes aux enchères regorgent de véhicules dont les propriétaires n'ont plus pu honorer leur mensualité. Cette situation a inondé le marché de l'occasion, faisant chuter les prix et contraignant les concessionnaires à se débarrasser de stocks toujours plus anciens. Les prix de gros ont dégringolé, l'offre dépassant largement la demande, obligeant de nombreux vendeurs à accepter des pertes sur des voitures qui, il y a encore peu de temps, se vendaient à bon prix. Les incitations sont revenues à des niveaux comparables à ceux d'il y a quelques années, avec des promotions agressives et des financements avantageux, dans l'espoir de faire revenir les clients en concession. Mais pour beaucoup d'acheteurs, même ces conditions n'ont pas suffi à compenser le poids des dettes déjà accumulées. Les conséquences ne se limitent pas aux consommateurs. Les organismes de crédit font face à des pertes croissantes, car la valeur des véhicules saisis ne suffit plus à couvrir leurs prêts. Les concessionnaires, pris au piège entre des marges toujours plus réduites et des coûts d'exploitation en hausse, voient leurs profits s'évaporer à chaque véhicule invendu. L'ampleur de la crise ne se mesure pas seulement en euros, mais aussi aux vies bouleversées, aux familles privées de leurs moyens de transport, aux commerces de proximité qui perdent leur clientèle et aux communautés privées du rythme effréné du commerce quotidien. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Des millions de véhicules rappelés, une dette totale dépassant tous les niveaux précédents et un marché où l'accessibilité financière devient de plus en plus difficile. L'effet domino se déclenche silencieusement. Une famille saute un paiement. Une autre intègre des milliers d'euros de dette dans un nouveau contrat, espérant que le prochain modèle durera plus longtemps que les mensualités. Mais avec la hausse des taux d'intérêt et la stagnation des salaires, de plus en plus de personnes se retrouvent en difficulté, avec des dettes bien supérieures à la valeur réelle de leur voiture. Fin 2025, un véhicule repris sur 4 arrivera aux enchères avec une valeur négative. Chaque véhicule deviendra le symbole de promesses non tenues et de budgets mis à rude épreuve. Les rappels forcés continuent d'approcher les 3 millions par an, soit près du double du taux pré-pandémique. Les parcs de vente aux enchères sont saturés. Chaque voiture raconte l'histoire d'une famille contrainte de choisir entre dépenser son argent et payer son véhicule. Les concessionnaires, déjà sous pression, voient l'afflux de véhicules accidentés faire chuter encore davantage les prix de gros. Ce qui était autrefois une source de profit prévisible se transforme en une course contre la montre pour limiter les pertes avant la prochaine vague. Les tensions se propagent tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Les banques absorbent des pertes de plus en plus importantes. Les concessionnaires, qui comptaient autrefois sur des ventes rapides, se retrouvent avec des véhicules immobilisés pendant des semaines. Les promotions se multiplient, mais pour de nombreux clients potentiels, le poids des dettes anciennes reste insurmontable. Le cycle se répète. La dépréciation des véhicules entraîne des délais de financement plus longs. Ces délais plus longs alimentent de nouveaux rappels forcés. Chaque rappel ajoute une voiture de plus à un marché de l'occasion qui peine à les absorber. Pour les marques les plus fragiles, ce mécanisme est voué à l'échec. Les petits fabricants et leurs réseaux de distribution, déjà fragilisés par les droits de douane et les pénuries d'approvisionnement, ne peuvent résister. Lorsque les consommateurs commencent à douter de l'avenir d'une marque, craignant des garanties sans valeur ou des pièces détachées introuvables, ils se détournent tout simplement. Les ventes aux enchères regorgent de modèles invendus de marques au bord de la faillite. Leurs logos deviennent un signal d'alarme pour quiconque évalue le risque. Le marché ne s'effondre pas du jour au lendemain. Il s'érode lentement, à partir de la base, tandis que ses fondements continuent de se désagréger. Un retrait forcé après l'autre, une vente aux enchères après l'autre, une concession qui ferme ses portes. C'est ainsi que le marché se désagrège. Seuls ceux qui ont les ressources nécessaires pour tenir le plus longtemps survivent. Pour les plus vulnérables, cependant, la disparition se fait discrètement, dans le silence d'une salle d'exposition vide et la voix monotone d'un commissaire-priseur. L'affaire Fisker sert d'avertissement à tous ceux qui s'aventurent sur le marché des voitures électriques sans base solide. À l'été 2024, l'entreprise s'est placée sous la protection de la loi sur les faillites après avoir manqué à ses obligations de remboursement d'obligations de plusieurs millions d'euros.
Plus des 2/3 des SUV Ocean ont été concernés par des rappels, contraignant leurs propriétaires à attendre des mois des pièces qui ne sont jamais arrivées. Lorsque les documents officiels ont admis que la survie de l'entreprise au-delà de l'été était improbable, les centres de service avaient déjà commencé à fermer. Pour les acheteurs de ces véhicules, la réalité a été brutale. Voitures sans assistance, garantie suspendue et valeur de revente réduite à néant en quelques semaines. Même Polestar, initialement présenté comme une alternative sérieuse à Tesla, a vu sa valeur boursière chuter de plus des 4/5 par rapport à son pic atteint quelques années auparavant. Au milieu de l'été, des communications internes ont révélé que les approvisionnements étaient bloqués en raison de factures impayées. Les clients ont signalé des délais interminables pour les modules de batterie et les mises à jour logicielles, sans aucune date précise. Les rappels se sont multipliés et le manque de pièces a immobilisé de nombreux véhicules. Ce qui était censé incarner l'excellence de l'ingénierie nordique a commencé à perdre en crédibilité, à mesure que le réseau d'assistance se réduisait et que la confiance dans l'avenir de la marque s'effritait. Jaguar, filiale de Tata Motors, est confrontée à d'énormes difficultés financières. Elle doit rembourser plusieurs milliards de livres sterling en un peu plus d'un an et ses dépenses mensuelles dépassent son chiffre d'affaires. Les ventes au Royaume-Uni sont suspendues et des rumeurs circulent concernant des retards de paiement aux fournisseurs et la possible vente d'installations stratégiques. Pour une marque qui, pendant des décennies, a incarné le luxe britannique, la perspective d'un retrait des marchés internationaux plane sur chaque réunion du conseil d'administration. Les chiffres sont éloquents et le temps presse. Et la situation de Nissan est tout aussi tendue. Les pertes mondiales dépassent plusieurs milliards d'euros, dont une part importante provient du marché nord-américain. Les réserves de trésorerie ont considérablement diminué, tandis que le groupe est confronté à une dette nette colossale et à des obligations arrivant à échéance dans quelques années. Des dirigeants, sous couvert d'anonymat, ont laissé entendre que les chances de redressement sont extrêmement faibles. Infiniti, la marque haut de gamme du groupe, est sous surveillance constante. Certains concessionnaires évoquent des pertes de plusieurs millions, et des rumeurs circulent quant à un possible retrait du marché américain si les ventes ne se redressent pas. Stellantis, le géant qui regroupe Chrysler, Dodge, Jeep et Ram, est confronté à de multiples difficultés. La production en Amérique du Nord a fortement chuté et, au cours des premiers mois de 2025, le groupe a enregistré une perte nette de plusieurs milliards d'euros. Des tensions internes ont entraîné des changements à la direction et les spéculations concernant une scission ou une réduction d'effectifs de certaines marques historiques se font de plus en plus insistantes. Les fournisseurs exigent désormais des paiements anticipés et même le siège social de l'entreprise fait l'objet de rumeurs. Dans une note interne, la direction a averti que la survie de toutes les marques du portefeuille au-delà de 2026 n'est pas assurée. Chacune de ces marques est confrontée à une crise majeure, retard de paiement, baisse des ventes, endettement croissant et relations de plus en plus fragiles avec les distributeurs et les fournisseurs. Si les médias évoquent des ajustements et des restructurations, la menace qui pèse sur les employés et les clients est bien réelle et imminente. Et à mesure que le temps passe, d'autres marques se rapprochent du même point de non-retour. Infiniti, la marque de luxe de Nissan, est confrontée à une décision cruciale. Ses ventes aux États-Unis sont tombées sous la barre des 60 000 unités par an, loin des 6 chiffres d'il y a 10 ans. Les concessionnaires, autrefois désireux d'investir dans des showrooms modernes et prestigieux, absorbent désormais les pertes en silence. Certains ont fait état de pertes de plusieurs millions d'euros ces dernières années, tandis que les rumeurs d'un retrait définitif du marché américain se multiplient si la situation ne s'améliore pas. Les pertes mondiales de Nissan et son endettement colossal remettent constamment en question la capacité du groupe à maintenir Infiniti. Aucun document officiel ne confirme un retrait imminent, mais chaque trimestre déficitaire rend l'avenir toujours plus incertain. Chrysler, l'un des noms historiques de Détroit, se trouve à un tournant critique. La maison mère a enregistré des pertes importantes et la marque, jadis symbole de l'industrie américaine, risque de sombrer dans l'oubli. Le marché ne s'effondre pas d'un coup, il s'érode lentement, marque après marque, à mesure que le temps presse et que les options se raréfient. Les ventes de Chrysler aux États-Unis se maintiennent à peine au-dessus de 100 000 unités par an. Dans de nombreuses concessions, les ventes moyennes n'atteignent même pas 100 voitures en 12 mois, un chiffre à peine suffisant pour justifier une activité quotidienne. Les fournisseurs exigent désormais des paiements anticipés et, à chaque publication de résultats financiers, les rumeurs d'une possible séparation ou fermeture de la marque se font plus insistantes. Le siège social d'Auburn Hills, jadis symbole de l'ambition industrielle américaine, est présenté comme un actif potentiel à vendre. Pour les petites villes associées à la marque Chrysler depuis des décennies, la perspective de perdre leur dernière concession est à la fois impensable, et désormais, difficile à éviter. Le retrait de Mitsubishi s'est fait plus discret, mais son impact n'en a pas été moins profond. Sa part de marché étant désormais marginale, ses ventes aux États-Unis ont chuté à leur plus bas niveau depuis des décennies. La marque a réduit sa présence géographique, fermant des points de vente et simplifiant drastiquement sa gamme. Les concessionnaires font état d'un soutien minimal de la part de la maison mère.
Aucune annonce officielle n'a officialisé ce départ, mais la direction est claire. Moins de modèles, moins de concessions et un avenir qui ressemble davantage à un rappel contrôlé qu'à un véritable renouveau. Dodge, historiquement associé à des véhicules puissants et à une image agressive, est sous le feu des critiques. Sa forte dépendance aux modèles imposants et économes en carburant la rend particulièrement vulnérable face à des réglementations environnementales plus strictes et à l'évolution rapide des goûts des consommateurs. Aucun document officiel ni procédure formelle n'ont été publiés, mais les analystes soulignent la baisse des volumes de vente et le faible investissement dans les nouveaux produits comme autant de signes inquiétants. Le sort de Dodge, à l'instar de celui de Chrysler, repose sur les décisions prises au sommet de Stellantis, où aucune marque ne peut se croire à l'abri. Pour ces marques, il n'existe aucune preuve définitive, aucun document annonçant ouvertement leur disparition. Il ne reste qu'un tableau composé de données publiques, de graphiques de vente et d'une confiance qui s'érode lentement. Les rumeurs d'une crise financière latente demeurent de simples rumeurs. La réalité se dessine à travers des chiffres de plus en plus faibles, un endettement croissant et un marché qui ne récompense que les entreprises suffisamment importantes et dotées des ressources nécessaires pour résister. Les observateurs du secteur débattent désormais des scénarios possibles. Certains préviennent qu'une récession, conjuguée à des droits de douane persistants et à une augmentation des rappels de véhicules, pourrait précipiter la chute des marques les plus fragiles, déclenchant une phase de fermeture et de regroupement comparable à celle des grandes crises passées. D'autres envisagent une évolution plus progressive, faite d'incitations, de baisse de prix, de réseaux de distribution allégés et d'un déclin lent des marques incapables de suivre le rythme. Les plus optimistes soulignent que le marché automobile a déjà fait preuve d'une remarquable capacité d'adaptation et que l'innovation et les capitaux peuvent permettre de gagner du temps pour se réinventer. Mais une analyse plus prudente émane de ceux qui suivent de près cette crise. Nombreux sont ceux qui pensent que nous avons franchi un point de non-retour et qu'un tournant décisif approche à grands pas. Cet avertissement résume le malaise ressenti aussi bien dans les conseils d'administration que sur les chaînes de production. Pour les marques qui subsistent, l'année à venir sera déterminante, s'adapter ou disparaître, laissant derrière elles, pour toute une génération, un paysage et une industrie profondément transformés. Aujourd'hui, l'industrie automobile est en difficulté, transformée non pas par un effondrement soudain, mais par la pression constante du changement et de l'endettement. Avec un ralentissement de la production et des droits de douane pesant sur les coûts, le sort des marques historiques reste précaire, tandis que les grands groupes renforcent leur emprise. Pour ceux qui conduisent et travaillent dans ce secteur, la promesse de choix et de stabilité n'est plus une évidence. La vraie question est, qui décidera de ce que nous conduirons demain, et à quel prix? Partagez votre avis dans les commentaires.